Camille Moreau n'avait jamais imaginé que le pire jour de sa vie ressemblerait à un mardi ordinaire. Ciel gris sur Paris, odeur de diesel et de café froid, et une robe beige qu'elle avait achetée en solde parce que toutes ses autres robes étaient soit au garde-meubles, soit dans des cartons encore non ouverts. Elle s'était mariée à 14h22 dans la mairie du 7e arrondissement devant un officier d'état civil qui avait bâillé discrètement en ouvrant le registre. Et l'homme qui se tenait à sa droite, droit, silencieux, les mains jointes dans le dos, était celui que sa famille avait passé 7 ans à maudire autour de la table du dîner. Alexandre Delcourt, 35 ans, PDG du groupe Delcourt Immobilier, l'homme qui avait voulu acheter Moreau, un associé pour rien, qui avait essuyé un refus et qui, selon la version que Camille avait entendue toute son adolescence et sa jeunesse, avait déclenché une guerre commerciale froide et méthodique qui avait fini par ronger les fondations d'une entreprise que son père avait bâtie en 31 ans de travail. Elle avait grandi avec ce nom comme une sorte de monstre abstrait, la cause de tout, le visage de l'injustice. Et maintenant, ce nom était le sien. Camille Delcourt. Les syllabes se formaient dans sa gorge comme quelque chose d'étranger, comme un mot dans une langue qu'elle n'avait pas choisi d'apprendre. 3 témoins. Pas de fleurs, pas de musique. Son père qui signait les documents avec une main qui tremblait légèrement. Pas d'émotion, c'était la fatigue. Le médecin avait dit d'éviter le stress et Laurent Moreau avait hoché la tête et signé quand même, parce que Laurent Moreau avait toujours été incapable de ne pas aller jusqu'au bout d'une décision même quand elle le détruisait. Camille l'avait regardé poser le stylo sur le registre et elle avait senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus ancien, de plus difficile à nommer. Elle avait su pour le contrat seulement 48 heures avant la cérémonie. Son père lui avait annoncé dans le salon de l'appartement avenue de Breteuil, les meubles déjà à moitié emballés, les tableaux décrochés, laissant des rectangles plus clairs sur la peinture comme des cicatrices, avec cette voix qu'il prenait quand il était épuisé d'avance de la conversation qui allait suivre, une voix basse, presque administrative. Il lui avait expliqué les chiffres, 4 200 000 € de dettes consolidées, l'appartement saisi, le cabinet d'avocats qui avait cessé de répondre, l'infarctus en février qu'il avait laissé avec une valve cardiaque remplacée et une interdiction médicale d'exercer pendant au moins 18 mois. Et le galpon, il avait dit en utilisant le mot portugais sans s'en rendre compte, comme si même la langue se déformait sous la pression, le galpon de Saint-Denis avec ses 40 ouvriers qui arrivèrent le matin, qui pointaient, qui attendaient des bulletins de salaire à la fin du mois. Delcourt a proposé un accord, avait dit Laurent Moreau les yeux fixés sur le plancher. Camille avait entendu le nom et quelque chose s'était contracté immédiatement dans sa mâchoire. Il efface la dette, intégrale, et il garantit les emplois à Saint-Denis pour au minimum 3 ans. Elle avait attendu la suite. Il y avait forcément une suite. En échange, son père avait hésité. La première et peut-être la seule fois que Camille l'avait vu hésiter sur quelque chose depuis l'enfance. En échange, tu te maries avec lui. Un contrat de 2 ans minimum. Mariage civil. Pas de communication publique obligatoire. Tu gardes ta liberté de mouvement, ton travail, tes affaires personnelles. Le silence avait duré exactement assez longtemps pour que Camille comprenne que son père avait déjà accepté. Elle n'avait pas crié. Elle avait voulu crier. La colère était là, verticale, immédiate, chaude comme quelque chose qui cherche une sortie. Mais Laurent était assis dans le fauteuil avec cette posture d'homme qui a déjà rendu les armes. Et il y avait derrière ses yeux cette chose-là qu'elle ne pouvait pas regarder en face. La honte. Pas la honte de la faillite. Pas la honte de l'accord. La honte d'un père qui sait qu'il demande à sa fille de payer une dette qu'elle n'a pas contractée. Elle avait dit « Combien de temps tu avais pour me prévenir ?» Il avait dit « 2 semaines, mais j'ai attendu. » Pourquoi ? Long silence. Parce que j'espérais trouver une autre solution. Camille avait hoché la tête, s'était levée,
était allé dans sa chambre, la chambre de l'appartement qui allait bientôt ne plus être le leur, et avait passé la nuit à regarder le plafond en essayant de décider si elle haïssait plus Alexandre Delcourt pour avoir proposé ça, ou son père pour avoir accepté sans lui demander son avis, ou elle-même pour savoir au fond qu'elle allait dire oui. Elle avait dit oui, pour les 40 ouvriers de Saint-Denis qui n'avaient rien fait de mal, pour son père avec sa valve cardiaque et ses mains qui tremblaient, pour la version d'elle-même qui se regardait dans la glace et ne supportait pas l'idée d'avoir laissé tomber. Elle avait dit oui à 14h22 un mardi devant un officier qui avait bâillé en portant une robe beige achetée en solde. L'appartement du 16e arrondissement sentait le propre d'une façon légèrement artificielle, ce genre de propreté qui indique une gouvernante plus qu'une présence humaine. 190 mètres carrés de parquet en chêne clair, de moulures repeintes en blanc cassé, de fenêtres donnant sur une rue calme où les marronniers commençaient à bourgeonner avec cette obstination du printemps parisien qui ne demande la permission de personne. Camille était entrée pour la première fois avec sa valise dans la main droite et l'impression d'entrer dans un appartement de location de luxe que quelqu'un d'autre habitait déjà. Alexandre l'avait précédé de quelques secondes. Il avait posé les clés sur le guéridon de l'entrée, un geste précis, habituel, le geste de quelqu'un qui dépose ses clés exactement au même endroit chaque soir, depuis longtemps, et s'était retourné pour lui montrer rapidement les pièces. Cuisine à gauche, salon au bout du couloir, sa chambre, il avait dit « votre chambre », en utilisant le vouvoiement qui persistait entre eux comme une frontière formelle. À droite, dernière porte. La salle de bain principale était pour elle. Il utilisait celle attenante à son bureau. Il n'avait pas dit « bienvenue ». Il n'avait pas dit « je suis désolé ». Il n'avait rien dit d'inutile. Camille avait défait sa valise seule, avait rangé ses affaires dans l'armoire dont les tiroirs sentèrent la cèdre, avait posé les 3 photos qu'elle avait emportées, son père jeune, debout devant le premier chantier de Moreau & Associés, sa mère décédée quand elle avait 9 ans, et elle-même à 17 ans lors d'un séjour chez sa grand-mère à Tours, sur le rebord de la fenêtre, comme des petits drapeaux d'une souveraineté personnelle dans un territoire étranger. La nuit était tombée sur Paris, avec cette douceur d'avril qui rend la ville presque inhumainement belle. Camille était restée longtemps devant la fenêtre, les bras croisés, à regarder la lumière des réverbères sur le trottoir mouillé. Elle entendait Alexandre dans une autre pièce, des pas feutrés, le bruit d'un robinet, le cliquetis discret d'une tasse, des sons d'une vie ordinaire dans un contexte qui ne l'était pas. Elle était allée s'asseoir sur le bord du lit quand la porte s'était ouverte légèrement. Alexandre était sur le seuil, costume encore boutonné, cravate légèrement desserrée, une tasse dans chaque main. Il en avait posé une sur la table de nuit de son côté, sans entrer davantage dans la pièce. « Tisane de tilleul », avait-il dit. « La gouvernante en laisse toujours. » Camille l'avait regardé sans répondre. Il était resté debout une seconde, la sienne dans la main, et il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de pas tout à fait assuré. Une légère tension dans les épaules d'un homme qui contrôle tout ce qu'il fait et qui ne contrôlait pas entièrement ce moment-là, qu'il avait légèrement désarçonné. Elle s'était attendue à une froideur propre, à cette sorte d'efficacité glaciale que les gens prêtent aux hommes qui ont du pouvoir et peu de scrupules. Alexandre s'était assis sur le bord du lit, côté opposé à distance respectable, les coudes sur les genoux, la tasse entre les mains. Il regardait le parquet. Le silence entre eux était épais, habité, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit depuis qu'ils avaient signé ce registre dans la mairie. Puis il avait tourné légèrement la tête dans sa direction, pas franchement, juste de côté, comme quelqu'un qui ne veut pas que l'autre voie exactement ce qu'il regarde. Et il avait dit quelque chose à voix très basse, presque en souffle, avec une inflexion qui n'était pas celle d'un ordre ni d'une prière, mais de quelque chose entre les deux, quelque chose qui ressemblait à une fissure dans une façade dont Camille n'avait pas encore vu les contours. Fais semblant de m'aimer. Camille avait cessé de respirer une demi-seconde. Ce n'était pas ce qu'elle avait préparé comme réponse à ce soir. Elle avait préparé de la distance polie, de la distance fonctionnelle,
Le genre de coexistence froide qui permet de traverser 2 ans sans se blesser davantage. Elle avait préparé l'indifférence comme bouclier, le silence comme protocole. Elle n'avait pas préparé ça. Elle n'avait pas préparé une voix qui tremblait. Pas beaucoup, presque rien. Le genre de tremblement qu'on ne perçoit que si on est très proche ou très silencieux. Et le silence dans cet appartement était total, absolu, pesant comme du béton sur les épaules. Mais il était là, cette légère instabilité à la fin du mot « aimer », comme si le mot lui avait coûté quelque chose de réel pour sortir. Elle n'avait pas répondu. Alexandre non plus n'avait pas attendu de réponse. Il s'était levé, avait emporté sa tasse, avait refermé la porte avec le soin précis de quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit. Camille était restée assise sur le bord du lit, la tisane de tilleul fumant doucement dans l'obscurité, à essayer de démêler ce que cette phrase voulait dire. Pas l'instruction en elle-même, elle avait compris l'instruction. Il y avait des apparences à tenir, des milieux professionnels, des événements sociaux, une image publique que leur union devait consolider ou protéger ou construire. Elle avait compris ça avant même qu'ils le disent. Mais la façon dont il l'avait dit, cette façon-là, le tremblement qu'elle n'aurait peut-être pas dû remarquer. Elle avait passé la nuit à regarder le plafond en pensant à la voix d'Alexandre Delcourt. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Les premières semaines s'installèrent avec la précision froide d'un accord non formulé. Ils vivaient dans l'appartement comme 2 nations partageant une frontière, respectueux, prudents, chacun consciencieux de ne pas empiéter sur le territoire de l'autre. Alexandre quittait l'appartement à 6h30 chaque matin. Camille entendait le bruit de la porte d'entrée dans les brumes du demi-sommeil, ce claquement bref et soigné qui était devenu le son de sa nouvelle vie. Et ne rentrait pas avant 22h, parfois 22h30, une fois 23h45 un jeudi, sans explication. Il mangeait seul dans la cuisine ce que Madame Arnaud, la gouvernante qui venait 3 fois par semaine, laissait couvert sur le feu. Camille ne l'entendait pas manger. Elle entendait juste les sons discrets d'après, la vaisselle soigneusement rincée, le bruit de la cafetière, puis le silence du couloir qui indiquait qu'il était passé dans son bureau ou dans sa chambre. Camille, de son côté, construisait sa journée avec l'obstination méthodique de quelqu'un qui a besoin de structure pour ne pas sombrer. Elle s'était levée le 3e matin avec la décision claire de ne pas devenir quelqu'un qui attend dans un bel appartement. Elle avait 27 ans. Elle avait abandonné sa 3e année de mode à l'école Dupéré pour s'occuper des comptes de la Moreau, un associé, quand son père avait commencé à perdre pied. 2 ans de sa vie passés à apprendre à lire des bilans et à relancer des clients en retard de paiement, 2 ans pendant lesquels ses anciens camarades de promo finissaient leur collection de fin d'études. Son CV avait une lacune au milieu et un nom de famille qui, dans certains milieux professionnels parisiens, évoquait maintenant une faillite retentissante. Elle avait envoyé 42 candidatures en 15 jours, 2 entretiens, un seul rappel. Un mardi matin, assise dans un café du Marais avec une tasse de café noir et son téléphone posé sur la table comme une attente concrète, elle avait reçu un message d'une certaine Isabelle Ferrand, styliste installée rue de Bretagne depuis 7 ans, qui cherchait une assistante de production pour une collection printemps-été. Le salaire était de 1 700 € par mois. L'atelier sentait la laine brute et la colle thermique. Les horaires étaient approximatifs et les deadlines absolus. Camille avait dit oui ce soir-là avec un soulagement si physique qu'elle avait eu les mains qui tremblaient en tapant la réponse. 1 700 €. Dans le contexte de l'appartement du 16e arrondissement, c'était une somme presque comique, insuffisante pour couvrir un mois de charges, dérisoire comparé au budget que sa famille manipulait autrefois. Mais Camille le déposait chaque mois sur son compte personnel, avec une satisfaction qu'elle n'avait aucune envie d'analyser, parce qu'elle savait ce que c'était. La preuve qu'elle existait indépendamment du contrat. Que quelque chose dans sa vie lui appartenait. Que personne ne lui avait donné ce salaire en échange d'autre chose. C'était son encre. Elle en avait besoin. Le matin, elle prenait le métro ligne 4 jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, changeait pour le 13 jusqu'à Arts et Métiers, marchait 7 minutes jusqu'à l'atelier.
Elle apprenait à travailler avec les fournisseurs de tissus, à gérer les plannings de confection, à relire les bons de commande. Isabelle Ferrand était exigeante de la façon dont les gens compétents sont exigeants, directement, sans cruauté, en expliquant pourquoi quand elle corrigeait. Camille aimait ça. Elle aimait le bruit des machines à coudre, le désordre organisé des tables de coupe, la façon dont une idée devenait progressivement quelque chose que l'on pouvait toucher. Le soir, elle rentrait par la ligne 72. Le bus était plus lent que le métro, mais il traversait Paris en surface, et après une journée dans un atelier sans fenêtre, voir la Seine et les quais et la tour Eiffel au loin depuis la plateforme arrière lui faisait l'effet d'un bol d'air qui avait un vague goût de liberté. C'est un mercredi soir de la 4e semaine, sous une pluie d'avril froide et insistante, que tout a changé très légèrement. Et légèrement était le mot exact, parce que rien d'évident ne s'était passé, rien qui méritait le titre de moment décisif. Et c'est précisément pour ça que ça avait compté. Camille était montée dans le 72 à l'arrêt Musée d'Orsay à 19h40, trempée jusqu'aux épaules parce que son parapluie s'était retourné rue de Lille sous une rafale et qu'elle avait décidé que ce n'était pas grave, que c'était juste de la pluie, que les gens survivaient à la pluie depuis des millénaires. Elle avait validé son pass Navigo, avancé vers le fond du bus, trouvé une place debout près de la barre centrale, parce que le 72, un mercredi soir, est toujours plein comme une boîte de conserve de gens fatigués. C'est à l'arrêt pont de l'Alma qu'elle l'avait vu. Alexandre était debout sous l'abribus, gravate desserrée, les épaules de son manteau sombre uniformément sombre d'humidité, le genre de trempé qui indique qu'on a marché sous la pluie depuis un moment sans s'en préoccuper ou sans le prévoir. Il regardait l'écran d'affichage des passages avec la concentration légèrement contractée de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dépendre d'un horaire qu'il ne contrôle pas. Quand le bus a ouvert les portes, il est monté et s'est retrouvé devant le terminal de validation avec la posture exactement, imperceptiblement hésitante de quelqu'un qui sait qu'il doit faire quelque chose, mais ne sait pas comment. Il tenait son téléphone. Il regardait le boîtier orange. Camille l'avait observé 2 secondes, puis elle avait glissé son propre passe Navigo sur le lecteur une 2e fois avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Le terminal avait bipé, la flèche verte était apparue, et Alexandre avait levé les yeux vers elle avec une expression qui était passée très rapidement par la surprise, puis par quelque chose qui ressemblait vaguement à la gêne d'un homme qui a 35 ans, dirige plusieurs centaines de personnes et vient de se faire payer le bus par sa femme. Camille n'avait rien dit. Elle avait avancé dans le couloir central et trouvé une place assise vers le milieu. Alexandre l'avait suivi, pas immédiatement. D'abord, il était resté debout une seconde, comme s'il évaluait d'autres options, puis il s'était assis à côté d'elle sur le siège qui était disponible, les mains jointes sur les genoux, le regard dirigé vers la fenêtre où la pluie traçait des lignes obliques sur les vitres éclairées des immeubles qui défilaient. La Seine à travers la vitre mouillée, les reflets oranges des réverbères sur l'eau noire. Paris sous la pluie a cette façon d'être simultanément hostile et d'une beauté presque injuste. « Merci », avait dit Alexandre à voix basse, très basse, juste pour elle. Camille avait regardé droit devant. « De rien ». 2 mots, 3 syllabes en tout. C'était la conversation la plus honnête qu'ils avaient eue en 40 jours de mariage. Le bus avait traversé le Trocadéro, longé les grilles du Champ de Mars, tourné vers le 16e. Ils étaient descendus au même arrêt sans se concerter, ce qui était logique. Ils habitaient la même adresse et avaient marché les 180 mètres jusqu'à l'immeuble sous la pluie qui avait un peu faibli, mais pas tout à fait décidé d'arrêter. Alexandre avait tenu la porte cochère ouverte. Camille était passée. Dans l'ascenseur, ils avaient regardé les deux le panneau des étages avec cette attention feinte que les gens ont dans les ascenseurs quand ils ne veulent pas parler. Ce soir-là, au lieu de manger chacun à des heures différentes, ils avaient, par une coïncidence qui n'en était peut-être pas une, ou qui en était une, et c'était le genre de coïncidence que les appartements imposent aux gens qui les habitent, quand les appartements en ont assez de les voir se croiser sans se voir, se retrouver tous les deux dans la cuisine en même temps,
Alexandre qui réchauffait ce que madame Arnaud avait laissé, Camille qui cherchait du pain dans la corbeille. Il avait dit, sans la regarder, en remuant la casserole, « Il y en a pour deux ». Elle avait hésité exactement assez longtemps pour que le refus soit encore possible. Puis elle avait pris une deuxième assiette dans le placard. Ils avaient mangé debout au comptoir de la cuisine, pas à table, pas dans le salon, debout au comptoir comme des gens qui ne voulaient pas que ça ressemble à un dîner, comme des gens qui se laissaient juste la possibilité de prétendre que c'était fonctionnel et pas autre chose. La blanquette de veau de madame Arnaud était correcte, crémeuse, avec trop de muscade selon Camille, qui n'avait rien dit. La pluie continuait à taper contre la fenêtre de la cuisine au-dessus de l'évier. Alexandre avait dit « Ton travail, ça se passe bien ?» La question était posée avec cette légère raideur des gens qui ne posent pas souvent de questions personnelles et qui sont conscients de la raideur mais ne savent pas comment la défaire. Camille avait regardé son assiette. Pas d'ironie dans sa voix à lui, pas de condescendance non plus, juste une question. « Oui, » elle avait dit, « on travaille sur une collection pour l'automne. Les tissus arrivent du Portugal la semaine prochaine. » Il avait hoché la tête. « Tu aimes ça ?» Elle avait réfléchi une vraie seconde. « J'aime que ça soit concret, que le résultat existe, que je puisse le toucher. » Alexandre avait regardé son assiette lui aussi. « Je comprends ça. » Il n'avait pas parlé davantage ce soir-là, mais quelque chose avait légèrement changé dans la température de l'appartement. Quelque chose d'infime, d'imperceptible, comme quand le printemps décide d'avancer d'un degré dans la nuit sans prévenir personne. Les mercredis devinrent leur jour sans que personne ne le décide formellement. Pas de rendez-vous posé sur un agenda, pas de discussion sur le principe, juste la répétition, semaine après semaine, de ce même hasard qui n'en était plus un. La cuisine, le comptoir, les assiettes réchauffées, parfois du vin si Alexandre en avait rapporté une bouteille, parfois juste de l'eau. Et progressivement les silences s'étaient espacés. Les conversations s'étaient allongées, pas de façon spectaculaire, mais de cette façon dont les choses s'allongent quand deux personnes commencent à ne plus surveiller autant ce qu'elles disent. C'est un mercredi de la 6e semaine qu'Alexandre avait remarqué l'odeur depuis le couloir, avant même d'entrer dans la cuisine. Il était rentré à 21h, ce qui était tôt pour lui. Et Camille était devant le fourneau avec un torchon sur l'épaule, et une casserole dont le couvercle vibrait légèrement sous la pression d'un liquide qui frémissait. « Tu cuisines ?» avait-il dit. Ce n'était pas une question, c'était la légère surprise de quelqu'un qui s'attendait à trouver une assiette couverte d'un film plastique. « Madame Arnaud n'est pas venue aujourd'hui », avait dit Camille sans se retourner. « J'ai fait une blanquette. »« Une blanquette. Ne dis rien. » Il avait posé sa veste sur la chaise. « Je n'allais rien dire. » Ta tête disait quelque chose. Un silence. Puis, prudemment, ma tête disait que ça sentait exactement comme chez ma grand-mère quand j'avais 8 ans. Camille s'était retourné pour voir s'il se moquait. Il ne se moquait pas. Il avait cette expression, la première fois qu'elle la voyait vraiment, la première fois qu'elle avait l'impression que c'était une expression qui lui appartenait vraiment à lui et pas au PDG du groupe Delcourt Immobilier. Une expression légèrement désarmée, comme quelqu'un que le passé vient de rattraper par surprise et qui n'a pas eu le temps de se défendre. Elle avait servi 2 assiettes. Cette fois-là, ils avaient mangé à table. La blanquette était bonne, pas comme celle de madame Arnaud, pas avec de la muscade, mais avec du thym en quantité et un fond de crème pas trop épais, la façon dont sa grand-mère Élise la faisait à Tours dans la cuisine carrelée de blanc avec la fenêtre qui donnait sur le jardin. Une cuisine qui sentait le bois chauffé et les herbes séchées accrochées au plafond. Camille avait appris à faire la blanquette à 11 ans, debout sur un tabouret parce qu'elle n'atteignait pas encore le plan de travail, et sa grand-mère lui avait dit que la différence entre une blanquette correcte et une blanquette vraie, c'était la patience, le temps qu'on laissait à la viande pour devenir ce qu'elle devait être. Elle n'avait pas raconté ça à Alexandre, mais elle y avait pensé pendant qu'il mangeait. « Tu as appris où ?» avait-il demandé. « Ma grand-mère, à Tours. Tu y allais souvent ? Tous les étés jusqu'à mes 15 ans. Après mon père voyageait trop pour les vacances en famille. » Elle avait hésité. « Et ma mère était décédée.
Donc les étés à Tours, c'est resté. Alexandre n'avait pas dit « je suis désolé » de cette façon automatique et vaguement inutile dont les gens disent « je suis désolé » quand quelqu'un mentionne une perte ancienne. Il avait juste hoché la tête, un hochement qui signifiait qu'il avait entendu, qu'il avait compris ce que ça voulait dire, et qu'il n'allait pas en faire davantage que ce que Camille avait choisi d'en dire. Elle avait apprécié ça. Elle ne le lui avait pas dit. Ce qui avait commencé à se construire entre eux ressemblait à quelque chose de très fragile et de très méfiant. Deux personnes qui apprennent à coexister et qui ne veulent pas appeler ça davantage, parce que davantage implique une confiance qui demande du temps et dont ils n'avaient ni l'un ni l'autre la certitude qu'ils pouvaient se l'accorder. Camille continuait à surveiller ses propres réactions comme une scientifique surveille une expérience. Notait quand elle avait ri sans avoir prévu de rire, quand elle avait attendu son retour sans s'en rendre compte avant qu'il soit déjà à la porte, quand elle avait trouvé sur le comptoir de la cuisine une tasse de café encore chaud avec un post-it indiquant « Madame Arnaud n'est pas là ». J'en ai fait. Elle notait ces choses et restait prudente parce que la prudence était la seule protection qui lui restait. Elle avait appris, au fil des mercredis, des dîners improvisés au comptoir et des conversations qui s'allongeaient imperceptiblement. Plusieurs choses sur Alexandre Delcourt que le monstre abstrait de son enfance n'était pas censé posséder. Il dormait avec la lumière allumée. Elle l'avait découvert un soir tard en passant devant sa chambre, dont la porte était entr'ouverte. Pas entr'ouverte par invitation, juste entr'ouverte comme les portes le sont quand on ne pense pas à les fermer tout à fait. Et en voyant le ray de lumière jaune sur le parquet du couloir à 1h du matin. Elle avait d'abord cru qu'il travaillait, mais le lendemain, la porte était à nouveau entr'ouverte, la lumière allumée, et la maison était silencieuse. Elle avait fini par lui poser la question, un mercredi, de façon aussi directe qu'elle posait toutes ces questions parce qu'elle n'avait jamais appris à tourner autour. C'était un défaut selon son père, une qualité selon sa grand-mère Élise. « Tu dors avec la lumière ?» avait-elle demandé en attrapant le pain. Alexandre avait regardé son verre une seconde. « Depuis que mon père est mort. » Camille n'avait pas dit « je suis désolé » non plus. Elle avait attendu, parce que la façon dont il avait dit ça avait la texture d'une phrase qui n'était pas finie. « J'avais 20 ans, » avait-il dit. Il dirigeait une entreprise de taille moyenne à Lyon, 60 employés. Quand il est mort d'une crise cardiaque en novembre, je n'étais même pas en France. J'étais en stage à Berlin. Et j'ai dû rentrer et regarder quelque chose que je ne comprenais pas entièrement se désintégrer en temps réel parce que personne n'avait prévu de plan de succession. Parce que mon père croyait qu'il avait encore du temps. Il s'était arrêté. Je ne sais pas pourquoi je dors avec la lumière. C'est venu comme ça et c'est resté. Camille avait mangé 3 bouchées sans rien dire. Puis, mon père aussi croit toujours qu'il a encore du temps. Alexandre avait levé les yeux vers elle. Un regard bref, direct, chargé d'une reconnaissance silencieuse. 2 personnes qui se reconnaissent dans quelque chose de douloureux sans avoir besoin d'en faire davantage. « Je sais », avait-il dit simplement. Ce soir-là, ils avaient parlé jusqu'à minuit passé. Assis sur le parquet du salon, parce que Camille avait voulu voir la pluie par la fenêtre et qu'il n'y avait pas de canapé positionné face à la grande baie vitrée. Alexandre avait rapporté de la cuisine une assiette de gougères que Madame Arnaud avait laissée pour l'apéritif du lendemain. « Elle ne saura pas », avait-il dit avec une légèreté qui avait surpris Camille. Et ils avaient mangé les gougères sur le parquet en regardant la pluie sur les marronniers éclairés. C'est là qu'il lui avait dit « Je ne voulais pas vous détruire ». Il avait utilisé « vous », le pluriel, la famille, pas juste elle. Camille avait regardé ses mains. « Quand j'ai approché ton père la première fois pour racheter Moreau & Associés », avait-il continué, et sa voix avait ce ton particulier des gens qui disent quelque chose depuis longtemps dans leur tête et qui le disent à voix haute pour la première fois. Ce n'était pas pour éliminer un concurrent. C'était parce que je voyais exactement ce que mon père avait fait. Quelqu'un qui ne voulait pas voir que ça allait mal. J'aurais racheté l'entreprise
restructurer, garder les équipes. Ton père a refusé, et il avait le droit de refuser, mais après, il avait hésité. Après, j'ai été moins propre. J'ai fait des choses pour protéger mes marchés qui ont mis des pressions supplémentaires sur une structure qui était déjà fragilisée. Je n'ai pas provoqué la chute, mais je n'ai pas tendu la main non plus. Camille fixait la pluie. « Alors tu as décidé de le faire maintenant », avait-elle dit, pas avec de la colère, avec une sorte de fatigue précise, la fatigue de quelqu'un qui essaie de recalculer quelque chose qu'il croyait avoir compris. J'ai décidé de ne pas recommencer ce que j'avais regardé faire sans intervenir quand j'avais 20 ans. Le silence avait duré longtemps. Les gougères avaient refroidi. Les marronniers sous la pluie se balançaient très légèrement dans le vent d'avril. Camille avait passé les 3 jours suivants à repenser à cette conversation, pas à tout, pas à chaque mot, mais à cette chose précise qu'il avait dite. « Je n'ai pas tendu la main ». Elle connaissait cette façon d'être complice d'un dommage sans l'avoir directement causé. Elle avait regardé pendant 2 ans les comptes de Moreau & Associés se détériorer et elle avait continué à croire son père quand il disait que ça se redressait, parce que croire était plus facile que l'autre option. Elle n'avait pas tendu la main non plus, pas d'une façon différente, pas vraiment. Un jeudi matin, au lieu de prendre le métro vers l'atelier, elle avait pris le RERD jusqu'à Saint-Denis. Le Galpon, l'entrepôt industriel de la rue du Landy, était un bâtiment sans prétention, avec des murs en parpaing peints en gris clair et une enseigne Moreau & Associés qu'on n'avait pas encore changée, les lettres légèrement décolorées par le soleil et les hivers. Il était 7h45 du matin, et les 40 ouvriers arrivaient par petits groupes depuis l'arrêt de bus, avec leur badge d'accès et leur thermo de café, et cette façon d'avoir des conversations inachevées en franchissant le portail, des conversations qui commençaient dehors et finissaient dedans. Camille était restée devant l'entrée quelques minutes, les mains dans les poches de sa veste. Puis, elle était entrée. Le contremaître s'appelait Moussa Diallo, 52 ans, 23 ans dans l'entreprise, des mains larges habituées à tenir des outils et à serrer des engrenages, un regard direct qui évaluait les gens rapidement et sans malice. Il avait vu Camille entrer et l'avait reconnue immédiatement, pas à cause d'une ressemblance physique avec son père, mais à cause de cette façon qu'ont les enfants de patrons d'entrer dans un atelier, comme s'ils vérifiaient que quelque chose leur appartient encore. Même quand ce n'est plus le cas. Sauf que Camille n'avait pas cette façon-là. Elle était entrée avec les mains dans les poches et un regard qui regardait vraiment les machines, les tables de travail, les plans accrochés au mur, les visages. « Vous êtes la fille de Monsieur Moreau », avait dit Moussa. Pas une question. « Oui. Il va mieux ?» Camille avait senti quelque chose se contracter dans sa gorge, pas à cause de la question, à cause du ton, pas de la pitié, une vraie interrogation, le genre qu'on pose à propos de quelqu'un qu'on a réellement connu, dont on s'est réellement soucié. « Il récupère », avait-elle dit, lentement. Moussa avait hoché la tête. « Dites-lui que Moussa demande des nouvelles, il sait qui c'est. » Elle avait passé 2 heures dans l'entrepôt ce matin-là. Moussa lui avait montré les lignes de production, assemblage de structures métalliques pour le bâtiment, des pièces qui partaient vers des chantiers dans toute l'Île-de-France. Les machines étaient entretenues, les plannings étaient affichés, l'équipe fonctionnait avec la fluidité des équipes qui travaillent ensemble depuis longtemps, qui n'ont pas besoin de se dire tout pour se coordonner. Elle avait parlé avec plusieurs ouvriers, Karim, 28 ans, entré comme apprenti à 19 ans et qui gérait maintenant une ligne entière. Fatou, 45 ans, qui supervisait le contrôle qualité et qui lui avait expliqué avec des gestes précis et une fierté absolument non feinte comment elle avait réduit le taux de rejet de 7% à 2,3% en 18 mois. Eric, 61 ans, 2 ans de la retraite, qui avait travaillé pour le père de Laurent Moreau avant de travailler pour Laurent lui-même, et qui avait simplement dit « Tant que l'entrepôt tourne, je suis là ». En sortant, Camille s'était arrêtée devant le portail 1 minute.
Le ciel de Saint-Denis était blanc et bas, le genre de ciel qui écrase légèrement tout ce qui est dessous, et les marronniers du boulevard étaient plus petits que ceux du 16e, moins soignés, mais ils bourgeonnaient avec exactement le même entêtement tranquille. La version de l'histoire qu'elle avait entendue toute son enfance avait des trous. Elle le savait depuis la conversation de la nuit des gougères. Mais le savoir dans l'abstrait et le voir incarné dans le visage de Moussa Diallo, qui demandait des nouvelles de son père avec une vraie sollicitude, ce n'était pas la même chose. La colère ne disparaissait pas. La colère était encore là, présente, mais elle avait changé de forme, de texture, de direction. Elle était moins un mur et plus un outil, moins une réponse et plus une question. Elle avait appelé son père depuis le quai du RER en attendant le train du retour. Laurent avait décroché à la 2e sonnerie. Il décrochait toujours rapidement depuis l'infarctus, comme si chaque appel manqué représentait maintenant un risque supplémentaire. « Je suis allé à Saint-Denis », avait dit Camille. Silence. « Moussa Diallo te demande des nouvelles. » Elle entendait la respiration de son père changer légèrement. « Tu aurais dû me dire que tu y allais. » Pourquoi? Pause. Je ne sais pas. Il y a 40 personnes là-bas qui travaillent bien, qui font bien leur travail, qui sont là depuis des années pour certains. Elle avait regardé le RER arriver sur les rails. C'était la bonne décision, papa, même si la façon de le faire était catastrophique. Son père n'avait rien dit pendant quelques secondes. Puis, « Tu le penses vraiment ? » « Je pense que j'aurais dû être là pour la décision. Je pense que tu n'aurais pas dû accepter avant de m'en parler. » Elle était montée dans le wagon. « Et je pense que les 40 personnes de Saint-Denis n'avaient pas à payer pour nos erreurs à nous. Camille, je ne te reproche pas, papa, je t'explique ce que je comprends maintenant. Le train avait démarré. Paris se rapprochait par la fenêtre, d'abord les entrepôts et les pavillons de banlieue, puis progressivement les immeubles haussmanniens, la ville qui se densifiait et se redessinait à mesure qu'on approchait du centre. Elle n'avait pas raconté cette visite à Alexandre ce soir-là, ni le mercredi suivant, mais quelque chose avait changé dans sa façon de le regarder. Moins de vigilance, pas encore de confiance, mais quelque chose entre les deux qui n'avait pas encore de nom. Ce fut un vendredi soir, 3 semaines après Saint-Denis, qu'Alexandre remarqua qu'elle riait différemment selon les circonstances. Il regardait par la fenêtre de la cuisine la scène qui se déroulait dans la rue. Une livraison de meubles qui se passait manifestement très mal, 2 livreurs incapables de faire passer un canapé par une porte d'immeuble, le canapé planté en diagonale dans l'encadrement depuis plusieurs minutes, pendant que le locataire gesticulait depuis le trottoir. Camille avait ri, un rire bref, sec, presque métallique, qui sonnait comme quelque chose d'involontaire et d'aussitôt contenu. Alexandre l'avait regardé de côté, ce rire-là. « Quoi? C'est le même rire que tu as eu quand je t'ai dit que j'avais raté la réunion du lundi parce que j'avais confondu les fuseaux horaires. » Camille avait froncé les sourcils. « Et ? C'est un rire de défense. Tu ris comme ça quand quelque chose t'agace et que tu décides de ne pas le montrer frontalement. » Elle l'avait regardé. Il continuait à observer la scène du canapé dans la rue avec un calme parfaitement fin. « Tu analyses les rires des gens ?» avait-elle demandé. « Je fais attention aux gens. » Il avait bu une gorgée de son verre. « C'est différent. » Camille avait reconsidéré le canapé coincé dans la porte. Elle ne savait pas si elle devait être irritée qu'il l'ait observé avec cette précision ou si elle devait noter, quelque part dans ce registre intérieur qu'elle tenait depuis le début, que personne d'autre ne l'avait jamais observé avec cette précision-là. Pas ses amis d'avant. Les amis d'avant avaient largement disparu avec l'appartement de l'avenue de Breteuil et le nom de famille compromis. Pas son père, qui l'aimait profondément, et qui depuis toujours regardait à travers elle vers la version de Camille qu'il projetait. Personne. « Tu as raison », avait-elle dit après un moment. C'est un rire de défense. Il n'avait pas dit « je savais bien ». Il n'avait rien dit. Il avait juste hoché la tête très légèrement, comme quelqu'un qui prend acte sans en faire un point. Elle n'avait pas dormi très bien cette nuit-là. Pas à cause d'une angoisse précise, plutôt à cause de cette chose diffuse et légèrement panique qu'on ressent quand on s'aperçoit qu'on a baissé la garde sans l'avoir décidé.
Elle était allongée dans le noir. Enfin, pas tout à fait le noir, parce que le ray de lumière de la chambre d'Alexandre filtrait sous la porte du couloir comme toujours. Et elle s'était demandé depuis combien de jours elle attendait les mercredis avec quelque chose qui ressemblait à de l'impatience. Pas d'amour. Elle était catégorique là-dessus, précise là-dessus, presque clinique dans sa certitude. Pas d'amour, mais quelque chose. L'intérêt d'une personne pour une autre personne qui s'avère plus complexe que prévu. La curiosité envers quelqu'un dont on croyait connaître les contours et qui déborde de partout. Ce n'était pas de l'amour, mais ça n'était plus rien non plus. Et ça lui faisait peur d'une façon très précise, très localisée, pas dans le cœur, mais dans la poitrine, un peu plus bas, dans cet endroit où se logent les choses qu'on sait dangereuses et qu'on s'approche quand même. C'est un lundi matin ordinaire que la crise était arrivée. Camille était dans l'atelier d'Isabelle quand son téléphone avait vibré 3 fois de suite, puis 2 fois, puis 4. Le genre de vibrations en série qui annonce que quelque chose se passe à l'extérieur de sa journée planifiée. Elle avait regardé l'écran pendant une pause. 14 messages, dont 2 de son père, dont un de son ancienne camarade de promo Léa qui écrivait simplement « Tu vas bien ? J'ai vu l'article. » L'article. Elle avait cherché. Il n'avait pas été difficile à trouver. Il était repartagé sur plusieurs comptes spécialisés en actualité économique et immobilier, et son titre était suffisamment tranchant pour que les gens le repartagent sans lire jusqu'au bout. Delcourt Immobilier, quand une fusion se conclut par un mariage de convenance. Et la chronique économique d'un journaliste dont Camille ne connaissait pas le nom, mais dont le ton était celui des gens qui maîtrisent l'art d'être précis sur les faits et totalement orientés dans l'interprétation. Le texte était construit avec une logique implacable. La guerre commerciale entre le groupe Delcourt et Moreau & Associés, la faillite progressive, le rachat de la dette et le mariage. Présenté comme l'acte final d'une acquisition qui n'a pas besoin de procuration notariale parce qu'elle en a une de mairie. La formule était habile. Elle était aussi cruelle d'une façon qui ne se reconnaît pas elle-même comme cruelle. Camille Moreau, héritière d'une entreprise liquidée, épouse Delcourt dans un accord dont les conditions restent opaques. Ce qui est moins opaque, le patronyme Moreau, associé pendant 30 ans à un réseau dense de sous-traitants et de partenaires institutionnels dans la construction francilienne, représente une valeur symbolique et relationnelle non négligeable pour un groupe cherchant à légitimer son expansion. L'acquisition d'un nom peut valoir plus, parfois, que l'acquisition d'un actif. Camille avait lu le texte 2 fois dans l'atelier, assise sur un tabouret entre 2 tables de coupe, les tissus portugais livrés la veille encore en rouleaux non ouverts autour d'elle. Elle avait senti quelque chose se solidifier dans sa gorge. Pas des larmes, Camille ne pleurait pas de colère, elle n'avait jamais pleuré de colère. Quelque chose de dur, de chaud, d'absolument décidé. Elle avait posé son téléphone, avait dit à Isabelle qu'elle avait besoin de 2 heures, avait pris le RER A jusqu'à La Défense. La tour du groupe Delcourt était un bâtiment de verre et d'aluminium dont la façade réfléchissait le ciel blanc du matin avec cette indifférence architecturale, propre aux bâtiments qui n'ont pas besoin de chercher à impressionner parce que leur hauteur fait déjà le travail. Camille était entrée dans le hall du rez-de-chaussée, avait ignoré le bureau d'accueil, avait pris l'ascenseur direct pour le 22e étage. La réceptionniste du 22e avait eu le réflexe de se lever. « Madame, vous avez rendez-vous ?»« Non. Monsieur Delcourt est en réunion. »« Je sais. » Elle avait longé le couloir avec la vitre sur la droite qui donnait sur la Défense et les tours en rangée comme des dents d'une ville trop grande pour elle-même. La salle de réunion était au fond. Porte vitrée, 6 personnes autour de la table, des documents et des écrans, la posture de gens qui discutent de chiffres importants. Alexandre était assis en bout de table, veste boutonnée, stylo dans la main, et il avait levé les yeux exactement au moment où Camille avait ouvert la porte. « Nous avons besoin de nous parler », avait-elle dit. Pas de cri, pas de tremblement, une phrase simple, posée, avec dedans toute la densité de ce qu'elle ne disait pas encore. Alexandre avait regardé les gens autour de la table. « Nous reprenons dans 15 minutes », avait-il dit.
Tout le monde s'était levé sans poser de questions. Le ton n'était pas celui d'une demande. Quand ils avaient été seuls, Camille avait posé son téléphone sur la table, l'article ouvert. Alexandre l'avait regardé. Il connaissait déjà, elle le voyait dans la façon dont ses épaules s'étaient imperceptiblement contractées, avant même qu'il lise le titre. « C'est ce que les gens croient ?» avait-elle demandé. « Que je suis une pièce dans une stratégie ?» Alexandre avait regardé l'écran une seconde, puis avait relevé les yeux vers elle. « Qu'est-ce que toi tu crois ?» C'était la mauvaise réponse, ou peut-être la seule réponse honnête, ce qui revient parfois au même dans les moments où on veut une certitude claire et où l'autre vous offre un miroir à la place. Camille était restée debout, les bras croisés, et elle avait senti exactement ce qui se passait dans sa poitrine. Ce rétrécissement particulier qui arrivait quand quelque chose lui faisait peur sous une forme qu'elle ne contrôlait pas. Parce que la vraie réponse à la question d'Alexandre, ce que toi tu crois, n'était plus la même que 3 semaines plus tôt. Et ça, c'était le problème. Ça, c'était ce qui la terrorisait. « Je crois que j'ai besoin de temps », avait-elle dit. Elle avait passé une semaine dans la chambre d'amis. Pas de scène, pas d'explication détaillée. Elle avait simplement pris son oreiller, 2 livres et son chargeur de téléphone. Et elle avait fermé la porte de la chambre d'amis, avec ce soin précis des gens qui savent que la façon dont ils ferment une porte dit plus que les mots qu'ils n'ont pas prononcés. Alexandre n'avait pas protesté, n'avait pas frappé, n'avait pas glissé de message sous la porte les 2 premiers soirs, ni les 2 suivants. Il avait respecté. Et cette façon de respecter, sans le rendre visible, sans en faire un sacrifice démonstratif, sans attendre qu'elle le remarque et le reconnaisse, était en elle-même quelque chose que Camille avait noté dans ce registre intérieur qu'elle tenait depuis le début, avec la même précision méfiante qu'elle apportait à tout le reste. Elle travaillait, elle rentrait, elle mangeait seule dans la cuisine à des heures décalées des siennes. Elle entendait le bruit de ses pas dans le couloir, le cliquetis de la cafetière à 6h15 du matin, le son de la porte d'entrée qui se refermait. La lumière sous sa porte de chambre la nuit. Le même appartement, la même topographie, mais avec cette qualité différente du silence. Pas un silence de coexistence prudente comme au début, mais un silence de 2 personnes qui savent qu'elles ont quelque chose à se dire et qui attendent l'une et l'autre que l'autre commence. Le 7e jour, un vendredi matin, elle avait trouvé une enveloppe Kraft posée devant la porte de la chambre d'amis. Pas son nom dessus, juste l'enveloppe épaisse, fermée, posée bien droite contre le bas de la porte comme quelqu'un qui avait réfléchi à l'angle exact. Elle l'avait ouverte debout dans le couloir, en chemise, les pieds nus sur le parquet froid. C'était l'alias de documents d'une transaction notariale. Plusieurs pages, un tampon, des signatures. Elle avait lu vite, puis relu plus lentement, parce que la première lecture lui avait semblé impossible. Le galpon de Saint-Denis, l'entrepôt industriel de la rue du Landy, le seul actif de la famille Moreau qui n'avait pas encore été avalé par les dettes, avait été transféré au nom de Laurent Moreau. Propriété pleine et entière, sans dette résiduelle, sans garantie requise, sans contrepartie documentée. Un billet était glissé entre les dernières pages, une feuille de papier ordinaire, pas du papier à en-tête, une écriture à la main, une écriture serrée, légèrement inclinée à droite, le genre d'écriture des gens qui ont appris à écrire vite et qui ne ralentissent pas parce qu'ils pensent plus vite encore. Cela n'aurait jamais dû servir de monnaie d'échange. Pardonne-moi. Camille avait relu le billet 3 fois, puis elle l'avait tenu entre ses doigts un long moment en regardant le mur du couloir, cette peinture blanche, légèrement ivoire, que quelqu'un avait choisie un jour sans lui demander son avis. Et elle avait pensé à toutes les versions d'Alexandre Delcourt qu'elle avait portées en elle depuis l'âge de 20 ans. Le prédateur abstrait, le stratège froid. L'homme qui achetait ce qu'il voulait parce qu'il avait les moyens de le faire. Elle avait pensé à la voix qui tremblait dans le noir le soir du mariage, à la lumière allumée dans sa chambre, aux gougères sur le parquet, à « je ne voulais pas vous détruire ». Elle n'avait pas pleuré. Mais quelque chose s'était défait dans sa poitrine, lentement, sans bruit,
comme un nœud qu'on desserre progressivement parce qu'on a enfin accepté qu'il ne protège plus rien d'important. Elle avait posé l'enveloppe sur la table de nuit de la chambre d'amis, était allée sous la douche, s'était habillée. Et à 7h50 du matin, elle était sortie dans la rue avec ses clés et son sac, avait marché jusqu'à la boulangerie du coin, une boulangerie de quartier avec une façade bordeaux et une odeur de beurre chaud qui débordait sur le trottoir à toute heure raisonnable, et avait commandé 2 cafés et 2 croissants. Elle avait marché ensuite jusqu'à la Défense, pas en RER, à pied d'abord jusqu'à Charles de Gaulle-Étoile, puis en ligne 1 jusqu'au terminus. 42 minutes en tout. Elle avait eu besoin de ce temps-là, ce temps de mouvement, pour arranger dans sa tête ce qu'elle allait dire. Pas les mots exacts, pas un discours, mais la direction. La direction était claire. Le reste, elle verrait. La réceptionniste du 22e étage l'avait reconnue cette fois et avait eu l'intelligence de ne rien dire de superflu. Alexandre était dans son bureau, pas en réunion. Debout devant la fenêtre, une tasse à la main, regardant la Défense en contrebas, avec cette posture d'homme qui pense et qui utilise la vue comme fond sonore de sa pensée. Il s'était retourné quand elle avait poussé la porte, avait regardé les 2 cafés dans ses mains, les 2 croissants dans le sac en papier brun. Camille avait posé tout ça sur le bureau, avait tiré la chaise en face, s'était assise, avait fait glisser un café dans sa direction. « Maintenant, j'ai besoin de te dire quelque chose », avait-elle dit. Alexandre s'était approché lentement. S'était assis de l'autre côté du bureau, avait regardé le café, puis elle. « Je suis allé à Saint-Denis il y a 3 semaines. » avait commencé Camille. J'ai rencontré Moussa, Karim, Fatou, Eric, 40 personnes qui font bien leur travail, qui sont là depuis longtemps, qui ont continué à venir le matin même, quand ils ne savaient pas si l'entreprise allait tenir. Alexandre écoutait. Il n'avait pas pris le café encore. Il la regardait avec cette attention totale, qui était l'une des choses qu'elle avait appris à reconnaître chez lui. Cette façon d'écouter avec le corps entier, sans chercher simultanément ce qu'il allait répondre. « J'ai un projet », avait-elle dit, et elle avait sorti de son sac une chemise cartonnée bleue, l'avait ouverte sur le bureau. Le projet avait germé dans sa tête depuis la première semaine, à l'atelier d'Isabelle. Pas comme une idée claire, plutôt comme une sensation persistante que 2 choses qu'elle connaissait séparément auraient dû être ensemble. L'atelier du Marais, avec ses machines à coudre et son savoir-faire artisanal et son incapacité structurelle à produire les volumes qui lui permettraient de se développer. Le Galpan de Saint-Denis, avec ses 40 ouvriers compétents, ses lignes de production, son espace, sa capacité inutilisée depuis que les commandes de structures métalliques avaient diminué de 35% en 2 ans. Et entre les deux, un vide que quelque chose pouvait remplir. Elle avait passé 5 semaines à construire le dossier seule, le soir après le travail, au comptoir de la cuisine quand Alexandre rentrait tard, sur son lit le week-end avec les documents étalés autour d'elle comme un paysage. Elle avait appelé Isabelle pour parler de volume de production, avait appelé Moussa pour parler de capacité de reconversion, avait contacté 2 anciens professeurs de Duperré qui lui avaient fourni des projections sur le marché de la mode accessible en France, avait utilisé les notions de lecture de bilan qu'elle avait apprises pendant les 2 ans passés à tenter de sauver l'entreprise de son père. Le résultat tenait en 22 pages, avec tableau, projection sur 36 mois et schéma de gouvernance. Une ligne de prêt-à-porter accessible, des vêtements dans la tranche de prix entre 60 et 140 €, une gamme de 8 à 12 pièces par saison, design assuré par l'atelier d'Isabelle Ferrand, production assurée par le Galpon de Saint-Denis, dont les ouvriers seraient reconvertis et formés sur 3 mois. Distribution nationale via les canaux logistiques du groupe Delcourt, qui disposait déjà d'un réseau de partenaires retail et d'une infrastructure e-commerce pour ses activités annexes. Projection de chiffre d'affaires à 36 mois, 3 200 000 €. Participation aux bénéfices pour les 40 employés de Saint-Denis. Une clause contractuelle non négociable, 15% du bénéfice net redistribué trimestriellement. Gouvernance,
3 parties, Isabelle Ferrand pour la création, Laurent Moreau pour le galpon, Groupe Delcourt pour la distribution. Camille Moreau comme directrice de projet et coordinatrice des 3 pôles. Ce n'était pas un appel à l'aide. Elle avait fait en sorte que ça ne le soit pas. Les chiffres tenaient sans faveur, la structure était viable sans générosité, la logique était commerciale avant d'être sentimentale. C'était une proposition d'affaires, une vraie. Alexandre avait lu la première page, puis la deuxième. Il avait pris son café sans s'en rendre compte, une gorgée distraite, les yeux sur les chiffres. Il avait tourné les pages avec ce rythme des gens qui lisent vraiment, pas qui parcourent, s'arrêtant, revenant en arrière, annotant mentalement. Il avait lu les 22 pages en entier. Puis il s'était levé, était allé à la fenêtre, avait regardé la défense en bas, les tours, les esplanades, le va-et-vient microscopique des gens à cette hauteur. Camille l'avait regardé faire sans rien dire, les mains croisées sur le bureau, le dos droit. « Tu as construit ça seul ?» avait-il dit, toujours tourné vers la fenêtre. « Oui. » Isabelle Ferrand est d'accord sur le principe ? « Oui. » Elle attend de voir les conditions définitives, mais le principe est validé. Et Moussa Diallo? Camille avait eu une légère pause. Moussa dit que si ça crée du travail stable pour les siens, il sera là à 6 heures du matin le premier jour. Alexandre s'était retourné. Il y avait dans son regard quelque chose que Camille n'avait pas encore tout à fait cartographié. Pas exactement de la fierté, pas de la surprise non plus, quelque chose de plus composé que les deux, quelque chose qui ressemblait à la reconnaissance d'une valeur qu'il avait peut-être pressentie et qu'il voyait maintenant confirmée de façon concrète et indiscutable. « Tu as dit que tu avais appris avec quelqu'un qui voulait sauver les ouvriers, » avait-il dit. Je l'ai dit. Il était revenu vers le bureau, s'était assis, avait repris le dossier ouvert à la page de la structure de gouvernance. La clause de participation au bénéfice, 15% du bénéfice net, trimestriel. C'est non négociable. Il avait regardé la page une seconde. Je sais, je ne négociais pas. Il avait posé une main à plat sur le dossier. Je demandais pour être sûr que tu le saurais mettre dans le contrat définitif. Ils avaient passé 3 heures à travailler sur le document ce matin-là. Alexandre ajoutant des annotations dans les marges avec un stylo, Camille répondant aux questions techniques avec une précision qui surprenait régulièrement et qui ne surprenait plus vraiment. Les 2 croissants oubliés dans le sac en papier brun jusqu'à ce qu'Alexandre les remarque à 11h30 et les pose sur le bureau avec une expression légèrement contrite. À 14h, ils avaient signé une lettre d'intention préliminaire. Pas le contrat de mariage qui les avait forcés à se retrouver dans cette même ville, dans ce même arrondissement, sur ce même parquet. Quelque chose d'autre. Quelque chose qu'ils avaient choisi tous les deux, chacun avec ses raisons propres et ses calculs propres, et cette chose supplémentaire qui n'était ni des raisons ni des calculs, mais qui était là quand même, dans le bureau, au 22e étage avec la défense en fond et 2 cafés refroidis sur le bureau. En signant, Camille avait senti quelque chose se déposer en elle. Pas de la légèreté, pas encore, mais quelque chose d'analogue, quelque chose comme de l'espace. De l'espace, là où il y avait eu de la pression depuis des mois. Depuis plus longtemps que des mois, peut-être, depuis 2 ans, depuis l'infarctus de son père, et les comptes qui ne tenaient plus, et les nuits passées à chercher des solutions qui n'existaient pas dans les colonnes des tableurs. Elle avait repris le RER seule. Alexandre avait une réunion à 15 heures qu'il avait décalée 2 fois déjà. Dans le wagon qui repartait vers Paris, debout avec la barre dans la main, regardant le paysage de la Défense qui s'éloignait derrière la vitre, Camille avait pensé à cette phrase du premier soir, ce souffle dans le noir, cette voix légèrement instable, fait semblant de m'aimer. Elle l'avait compris ce soir-là, dans le RER qui rentrait, ce que la phrase demandait vraiment. Pas une performance pour le monde extérieur. Il y avait des dizaines de façons plus efficaces d'organiser ça. La phrase demandait quelque chose de différent. Elle demandait « Sois là, reste dans cet appartement avec moi, mange dans cette cuisine, parle sur ce parquet, ne me traite pas comme ce que j'ai été dans ta version de l'histoire. Donne-moi la possibilité d'être autre chose. »
Fais semblant, jusqu'à ce que ça ne soit plus semblant, si jamais ça devient autre chose. Les mois qui suivirent eurent la texture particulière des choses qui se construisent sans qu'on leur donne d'ordre précis. Pas de décision solennelle, pas de conversation où les deux personnes se regardent et disent « Voilà, maintenant c'est différent ». Juste la répétition, semaine après semaine, de mercredis qui débordaient sur les mardis et quelquefois sur les vendredis, de dîners au comptoir qui migraient vers la table sans que personne ne le signale, de silences qui avaient changé de qualité, plus dense, plus habité, moins défensif. Le projet prenait forme avec cette lenteur concrète qui caractérise les choses réelles par opposition aux choses rêvées. Isabelle Ferrand était venue au Galpon un jeudi matin d'octobre avec ses carnets de croquis et son pragmatisme de femme qui avait monté un atelier seule à 32 ans et qui n'avait aucune patience pour ce qui ne fonctionnait pas. Moussa l'avait reçu avec le même regard direct et évaluateur qu'il avait pour tout le monde. Et à midi, ils étaient tous les deux penchés sur un plan de reconversion des lignes de production. Isabelle qui dessinait des schémas de flux en marge, et Moussa qui corrigeait ses approximations sur les capacités machines avec une précision bienveillante. Camille avait regardé cette scène depuis l'entrée de l'atelier. Isabelle et Moussa autour d'une table de travail à Saint-Denis, deux mondes que personne n'aurait songé à relier, en train de construire quelque chose ensemble. Et elle avait senti dans sa poitrine quelque chose qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel. Le programme de formation des ouvriers avait débuté en novembre. 3 formateurs spécialisés en confection textile, 2 demi-journées par semaine, reconversion progressive sur 6 mois pour 14 ouvriers en première vague. Karim avait été le premier à finir sa première pièce complète, une veste en laine double face, surpiquée à la main, avec une précision qui avait fait dire à Isabelle que certaines personnes ont les mains faites pour la couture et qu'elles ne le savent jamais parce que personne ne leur donne le tissu. Alexandre suivait l'avancement depuis ses tableaux de bord sans intervenir dans les décisions opérationnelles. Il avait posé la règle dès le début, clairement, lors d'une des réunions de cadrage. La direction du projet appartenait à Camille. L'infrastructure logistique était apportée par le groupe, et le groupe ne prenait pas de décision qui relevait du projet. Camille avait noté cette limite avec la même précision méfiante qu'elle apportait à tout, avait vérifié au fil des semaines que la règle était tenue et avait conclu qu'elle était tenue, non par obligation contractuelle, mais par choix, par cette discipline particulière qu'Alexandre s'imposait quand il décidait qu'une chose ne lui appartenait pas. C'était l'une des choses les plus difficiles à admettre, qu'il était capable de se retenir, que le même homme qui avait construit un groupe immobilier en 15 ans à force de volonté et de précision était capable, quand il le décidait, de poser ses mains sur les côtés et de regarder quelqu'un d'autre mener. Il ne parlait pas du contrat de mariage. Les 14 mois restants s'égrenaient quelque part dans un calendrier que ni l'un ni l'autre n'ouvrait plus. Ce n'était pas un évitement. C'était plutôt l'indifférence progressive qu'on développe envers une date qui a cessé d'être une menace ou une échéance et qui n'est plus qu'un chiffre dans un document que personne ne relit. Un dimanche de décembre, ils étaient allés au marché de Noël des Tuileries. Pas ensemble, ils étaient partis séparément. Camille pour accompagner Isabelle qui cherchait des rubans et des boutons pour une commande spéciale. Alexandre, pour une raison qu'il n'avait pas précisée, et qui s'était avéré être l'achat d'un sapin de 2 mètres qu'il avait fait livrer dans l'appartement sans prévenir. Il s'était croisé par hasard devant un stand de vin chaud, dans la foule des manteaux sombres et des écharpes colorées, et Camille avait regardé Alexandre tenir son gobelet en carton avec la même expression que lorsqu'il tenait une tasse de café dans la cuisine. Cette façon d'avoir l'air parfaitement à sa place, dans des contextes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. « Tu as acheté un sapin », avait-elle dit. « Il était là. Un sapin de 2 mètres n'est pas là. On le choisit. » Il avait bu une gorgée de vin chaud. « Je l'ai choisi. » Isabelle, qui avait assisté à l'échange, avait regardé Camille avec l'expression des gens qui ont compris quelque chose avant la personne concernée et qui ont l'élégance de ne pas le dire tout de suite.
Ils étaient rentrés ensemble ce soir-là, avaient décoré le sapin avec ce que la cuisine avait à offrir, une bobine de ficelle de cuisine, des clémentines percées d'un cure-dent, quelques bougies trouvées dans le tiroir de Madame Arnaud. Ce n'était pas beau de façon conventionnelle, c'était autre chose, la beauté un peu bancale des choses faites avec ce qu'on a, sans préparation, dans un appartement où la lumière du soir tombait en oblique sur le parquet en chêne. Alexandre avait pris une photo depuis le couloir. Le sapin dans le salon, les bougies allumées, Camille debout à côté qui regardait le résultat avec ce petit sourire qu'elle avait quand quelque chose l'attendrissait et qu'elle ne voulait pas montrer trop franchement. Il n'avait rien dit sur la photo. Il ne l'avait montrée à personne. Elle existait quelque part dans son téléphone comme une chose privée, une chose qui n'avait pas besoin de public pour être réelle. Janvier arriva avec le froid sec des hivers parisiens qui décident d'être sérieux. Le givre sur les voitures le matin, le souffle visible dans les rues avant 8 heures, le ciel bleu pâle et tranchant qui donne à la ville une netteté presque trop précise. Le premier échantillon de la collection était prêt à la mi-janvier. 8 pièces, photographiées dans l'atelier du Marais sur fond blanc, avec les noms des couturiers inscrits dans les étiquettes, non pas fabriqués par, mais les noms propres. Karim D, Fatou S, avec la rue du Landy, Saint-Denis, en dessous, c'était l'idée de Camille. Alexandre avait demandé si ça posait des problèmes réglementaires. Elle avait dit non. Il avait dit « alors faites-le ». Et c'était tout. La presse spécialisée qui avait publié l'article cruel en octobre reçut un communiqué en février, pas rédigé par l'attaché de presse du groupe, rédigé par Camille elle-même, sobre, factuelle, sans rhétorique défensive, qui annonçait le lancement de la marque Rue du Landy, collection printemps-été, production artisanale, distribution nationale. Le même journaliste qui avait écrit sur l'acquisition d'un nom publia 3 semaines plus tard un papier de 2 colonnes sur le projet. Pas des excuses, les journalistes ne font pas d'excuses, mais un article de fond, documenté, avec une citation de Moussa Diallo et une de Karim et une d'Isabelle Ferrand. Camille n'était pas citée, c'était son choix. Alexandre lui avait demandé pourquoi. « Parce que ce n'est pas mon histoire à raconter », avait-elle dit. « C'est la leur. » Il l'avait regardé un moment. Puis, « Tu aurais fait une bonne PDG. Je fais une bonne directrice de projet. C'est déjà quelque chose. » Un soir de février, tard, après 22 heures, Alexandre rentrait toujours après 22 heures, même si c'était un peu moins systématique qu'au début. Camille était dans le salon avec ses documents étalés sur le canapé, un verre de vin à côté, la lampe de lecture allumée dans le coin. Alexandre était entré, avait posé ses clés sur le guéridon de l'entrée comme chaque soir, avait passé la tête dans le salon pour dire qu'il y avait de la soupe sur le feu si elle voulait. Camille avait dit oui, sans lever la tête. 5 minutes après, il avait apporté 2 bols. S'était assis dans le fauteuil en face, les pieds sur la table basse, un geste qu'il n'aurait pas fait les premiers mois, trop précis, trop contrôlé, et ils avaient mangé la soupe en silence. Un silence qui avait la qualité particulière du silence entre 2 personnes qui n'ont plus besoin de remplir l'espace pour prouver qu'elles y sont. « Mon père m'a appelé aujourd'hui », avait dit Camille. Alexandre avait attendu. « Il veut reprendre une activité, pas la construction, quelque chose de plus petit. Il parle d'un cabinet de conseil pour les PME du bâtiment. C'est une bonne idée. Il a 60 ans en mai. C'est encore jeune pour un cabinet de conseil. » Camille avait regardé son bol. « Il m'a dit que tu l'avais appelé en décembre. » Silence. « Pour lui proposer une consultation sur la reconversion du Galpaon, pour lui demander son avis sur les structures de sous-traitance. » Alexandre n'avait pas répondu immédiatement. Il avait mangé une cuillerée de soupe avec cette concentration légèrement feinte des gens qui réfléchissent à comment dire quelque chose. « Il connaît le secteur mieux que n'importe quel consultant que j'aurais pu payer, » avait-il dit finalement. « 31 ans d'expérience. Tu n'avais pas à faire ça. » « Non. Alors pourquoi ?»
Alexandre avait posé son bol sur la table basse, avait regardé ses mains une seconde, parce que ton père est un homme qui a besoin de se sentir utile, et parce que j'avais besoin de son expertise. Les deux choses sont vraies simultanément. Camille l'avait regardé un long moment, vraiment regardé, sans la surveillance habituelle, sans la prudence qui avait été sa protection depuis le début. Et elle avait vu ce qu'elle voyait depuis un moment, mais qu'elle avait continué à cataloguer comme « peut-être » et à confirmer et insuffisant pour conclure. Un homme qui agissait, qui ne parlait pas de ses actes, qui ne les présentait pas comme des preuves ou des arguments, qui les faisait simplement et passait à autre chose. Elle s'était levée, était allée dans le couloir, avait dit sans se retourner « merci ». Elle avait entendu sa voix derrière elle, très calme, de rien. Les mêmes deux mots qu'elle avait dits dans le bus sous la pluie des mois plus tôt. 3 syllabes, la conversation la plus honnête qu'ils avaient eue. Les semaines avançaient avec la douceur progressive du printemps qui revenait, les marronniers qui bourgeonnaient à nouveau devant la fenêtre de la cuisine, la lumière qui restait plus longtemps le soir, les marchés qui sortaient leurs premières fraises. Un soir de mars, Alexandre était rentré avec 2 billets pour une exposition au palais de Tokyo. Une rétrospective sur des designers textiles des années 70, il avait vu que ça ouvrait et avait pensé qu'elle aimerait, il avait dit ça exactement, simplement, sans en faire davantage. Elle avait aimé. Ils avaient passé 2 heures dans les salles avec cette liberté particulière de 2 personnes qui n'ont plus besoin de gérer l'impression qu'elles font l'une sur l'autre, s'arrêtant devant des pièces différentes, se rejoignant, discutant ou pas, existant dans le même espace avec une aisance qui avait mis des mois à se construire et qui, maintenant qu'elle était là, semblait avoir toujours été là. Devant une robe du soir en soie moirée, une pièce de 1974, ivoire, avec un tombé qui défiait physiquement la pesanteur, Alexandre avait dit « C'est ce que tu veux faire, un jour ?» Camille avait regardé la robe. « Je ne sais pas encore. Le projet rue du Landy d'abord. Après, je verrai. Mais la création t'intéresse. La création m'intéresse depuis que j'ai 15 ans. » Elle avait une légère pause. Mon père pensait que c'était une passion provisoire, que j'allais finir par entrer dans l'entreprise. Et tu es entré dans l'entreprise. Pas par la porte que j'aurais choisie. Alexandre avait regardé la robe lui aussi. Est-ce que tu regrettes? La question était précise et un peu risquée. Le genre de question qui mérite une réponse honnête ou pas du tout. Camille avait réfléchi vraiment, pas à la réponse correcte, à la vraie réponse. « Je regrette les circonstances », avait-elle dit. Pas tout ce qui en a découlé. Elle n'avait pas regardé Alexandre en disant ça. Elle n'avait pas eu besoin de regarder. Elle avait senti, à côté d'elle, ce léger changement de respiration qui était chez lui l'équivalent de ce que les autres personnes exprimaient avec des mots. Le contrat matrimonial expirait dans 2 mois. Ni l'un ni l'autre n'en avait parlé. Il y avait quelque chose de légèrement absurde dans cette non-conversation. 2 adultes qui connaissaient la date, qui la voyaient approcher dans leurs calendriers respectifs, et qui continuaient à dîner ensemble les mercredis et les mardis et parfois les vendredis, comme si cette date était un détail administratif concernant quelqu'un d'autre. Un dimanche matin d'avril, un de ces matins où Paris décide d'être parfaite, lumière claire, air doux, le bruit des cloches de l'église du quartier qui arrive par la fenêtre entr'ouverte, Camille était dans la cuisine avec son café quand Alexandre était entré, les cheveux encore humides de la douche, en pull et jean, sans la veste ni la cravate de la semaine, et il avait attrapé sa tasse et s'était appuyé contre le comptoir à côté d'elle, et ils avaient regardé tous les deux par la fenêtre les marronniers de la rue dans la lumière du matin. C'était un dimanche comme ils en avaient eu d'autres depuis quelques mois. Ces dimanches où l'appartement avait la qualité douce des endroits habités par des gens qui ont décidé, sans se le dire, que c'est là qu'ils veulent être. Le contrat expire dans 2 mois, avait dit Camille. Alexandre avait bu une gorgée de café. Je sais, silence. Je ne pense pas que ça change grand-chose à la réalité du galpon ou du projet, avait-elle dit. Non. Ni à la réalité de l'appartement, a priori. Non.
Elle avait regardé les marronniers. Alors c'est un détail administratif. C'est un détail administratif, avait-il confirmé. Avec cette voix calme, ce registre bas qu'il avait pour les choses importantes, pas le registre des discours, celui des certitudes. Camille avait senti quelque chose se déposer en elle avec la légèreté exacte d'une chose qui était vraie depuis longtemps et qu'on accepte enfin de nommer, pas à voix haute nécessairement, mais dans ce endroit interne où les vérités s'installent quand on cesse de les combattre. Pas d'amour déclaré ce matin-là, pas de baiser dramatique dans la lumière d'avril, juste 2 tasses de café et les marronniers par la fenêtre et ce silence habité, dense, confortable, le silence qui n'a plus besoin d'être rempli parce qu'il contient déjà tout ce qui compte. Quand quelqu'un, des semaines plus tard, demanderait à Alexandre comment allait le mariage, une question posée en souriant par un associé lors d'un dîner d'affaires, avec cette curiosité à peine déguisée que les gens ont pour les histoires qui ne ressemblent pas aux histoires ordinaires, il poserait son verre, sourirait légèrement et dirait « Nous apprenons ». Et Camille, assise à côté, n'ajouterait rien, parce que c'était la phrase exacte, pas un aveu, pas une esquive, la description précise de ce qu'ils faisaient, tous les deux, depuis ce mardi de mariage, sous le ciel gris du 7e arrondissement, depuis cette voix qui avait tremblé dans le noir et cette phrase qui avait tout commencé, « Fais semblant de m'aimer ». Et là, dans ce restaurant, avec la lumière dorée du soir sur la nappe blanche et la ville de Paris qui continuait dehors avec son indifférence magnifique, Camille avait regardé ses mains sur la table et elle avait su, pas avec les mots, avec cette certitude physique qui n'a pas besoin de vocabulaire, qu'elle n'avait plus besoin de faire semblant. Et c'était suffisant. C'était tout. C'était exactement assez.